Bonjour et merci de votre fidélité à Débat de presse, l'émission de décryptage sur la RTB. Tous les dimanches à partir de 11h, les meilleures analyses politiques de la presse burkinabé se retrouvent pour vous donner une grille de lecture approfondie de l'actualité nationale et internationale. Et pour ce dimanche, 5 sujets convoqués au débat. D'abord, cette grenade qui a explosé dans une classe d'école à Ouagadougou. 4 élèves blessés, dont 2 gravement. Et cette communication, on ne peut plus chantelante autour de l'affaire. Lorsque la gendarmerie parle de grenade, le porte-parole du gouvernement indique qu'il s'agit d'un engin explosif artisanal. Mais dans le fond, comment cette chose s'est retrouvée à l'école et de surcroît une école coranique? Faut-il craindre le pire pour la suite? On en parle dans quelques instants. Et dans quelques instants également, cette semaine, l'incendie du véhicule de notre confrère Ladji Bama, selon le journaliste interrogé par un média de la place. L'incendie visait l'explosion de sa voiture et de sa maison. Et avec cet accident, faut-il craindre le retour des vieux démons? Cet incendie est-il lié à des dossiers traités en ce moment par notre confrère? Le journaliste ne répond pas par l'affirmative, mais n'écarte pas non plus cette piste. Et faut-il donc se sentir menacé quand on fait son travail d'investigation dans un état de droit? La réponse à suivre dans cette émission. Et dans cette émission, autre sujet de débat ce matin, la rencontre de Pau en France, où l'heure de se dire les vérités sur l'intervention de la France au Sahel et la lutte contre le terrorisme dans le cadre du G5 Sahel. Ce sommet pourra-t-il réellement exorciser ce sentiment anti-français dans la sous-région? Aidera-t-il à clarifier véritablement les positions si l'on sait qu'en décembre 2019, les pays du G5 Sahel s'étaient rencontrés à Niamey et leur position n'avait pas trop convaincu ces populations réticentes. Que peut-on donc attendre de ce sommet de Pau? On en parle dans Débat de presse ce dimanche et également ce matin, nous évoquons cette grande interview de Zéphirin Diabré, le chef de file de l'opposition politique burkinabé, une interview donnée à 4 journalistes de la presse nationale. Il s'est prononcé sur plusieurs sujets, mais ce que nous retenons, son avis sur le retour de l'ancien président Blaise Compaoré. Faut-il y voir de la démagogie ou une réelle volonté de réconciliation? On en parle dans le débat de presse. Et enfin, la Côte d'Ivoire, avec cette rencontre inédite de Pascal Affi-N'Guessan et de l'ancien président Laurent Koudou-Gbagbo. Va-t-on vers une stratégie strictement FPI pour les échéances politiques à venir en Côte d'Ivoire? Réponse avec nos analystes. Et nos analystes, c'est Bourema Ouedraogo, directeur de publication du Reporter. Bonjour Bourema. Bonjour Sylvie. Et merci d'être là pour débat de presse. Deuxième invité à ce débat de presse aujourd'hui, Dieudonné Zungrana, directeur de publication de Aujourd'hui au Faso. Bonjour Dieudonné. Bonjour Séni, bonjour téléspectateurs. Et bonne année pour 2020. Bonne année, beaucoup de bonnes choses et la paix pour le Burkina. Troisième invité à ce débat de presse, Lionel Bilgo, analyste politique. Bonjour Lionel. Bonjour. Beaucoup de santé, moins de soucis et un peu d'argent pour 2020. Oui, c'est tout ce qu'on va demander, la santé principalement. Et la reste également. Je pense que ça va suivre. Voilà. Et enfin, Dabadi Zumbara du Pays, les éditions de Pays. Bonjour Dabadi. Bonjour. Merci d'être là pour le débat. Beaucoup de santé, moins de soucis, meilleurs vœux. Merci. Nous souhaitons en tout cas qu'il y ait plus de paix, de sécurité pour les Burkinabés et la santé également. Okay. Voilà, donc, premier sujet, on va commencer par cette explosion d'un engin artisanal ou d'une grenade, si vous voulez, Dieudonné. Finalement, la réalité est que 4 enfants sont à l'hôpital parce qu'ils ont manipulé quelque chose dont ils n'avaient peut-être pas conscience. Comment vous analysez ce fait de l'actualité? Bon,
je pense que la polémique, c'est la nature même de cet engin qui a provoqué la déflagration. Bon, la gendarmerie avait été plus ou moins catégorique au départ que c'était une grenade. Bon, on a su au fur et à mesure, en tout cas le gouvernement, vous le disiez tantôt par le porte-parole, que c'est un engin explosif mais pas une grenade. Bon, j'ai essayé en tout cas de me renseigner avec les spécialistes. Bon, les artificiers en tout cas confirment que si c'était une grenade militaire, en tout cas je pense qu'au moins l'enfant qui avait manipulé ça ne serait pas en vie. Parce que ça allait être une brûlure au 3e degré, pour ne pas dire une carbonisation. Parce qu'une grenade qui éclate, bon, c'est vraiment même, je pense qu'à 20 mètres aux alentours, ceux qui y sont vont laisser des plumes. Maintenant, comme nous l'avons titré, c'est une explosion, 4 blessés et moult questions. Et c'est quel genre d'engin? Comment se fait-il qu'il s'est retrouvé là entre les mains d'un gamin qui avait au plus peut-être 12 ans et dans une école franco-arabe? Ça, c'est les questions que peut-être les enquêtes vont nous fournir. Mais je pense qu'en la matière, ce qu'il faut retenir, par exemple, c'est la communication. Tout de suite, on a dit que c'est une grenade. Et après, on a dit que ça n'est pas une. Je pense que peut-être que souvent il faut attendre de voir, parce que bon, quand on dit une grenade, après on dit c'est pas une grenade. Bon, ça laisse surtout dans. Est-ce qu'on peut douter un peu des compétences de la gendarmerie de savoir distinguer une grenade d'un engin explosif artisanal? Ou bien peut-être c'était une grenade aussi en état défectueux qui a peut-être fait et qui n'a pas trop, mais en tout cas, vous nous posez, il y a toujours ces questions demeurent toujours, hein, on n'en sait rien, il faut attendre les enquêtes, mais en tout cas le gouvernement a été formel, ce n'est pas une grenade militaire, peut-être que nous connaissons les grenades, mais il y a peut-être des gens d'autres grenades civiles ou peut-être d'autres choses, mais en tout cas, bon, moi je ne saurais être formel là-dessus, on attend les conclusions des enquêtes, mais le gouvernement a dit que ce n'est pas une grenade militaire. Vraiment, Ouedraogo. Oui, je crois que tu venais de dire une chose. Si cette question-là, la communication a été très défectueuse. Je me rappelle le premier communiqué de la gendarmerie que j'ai lu sur les réseaux sociaux, c'était avec beaucoup de fautes là déjà. On a comme l'impression qu'il y a eu une précipitation juste pour donner l'information, comme s'il y avait une concurrence avec d'autres acteurs, en fait, où on se disputait déjà les scoops par rapport à l'information. Après, j'ai vu que avec peut-être pour rassurer également, parce qu'en son temps dans la zone, oui, c'était la demandade. Oui, mais ceux qui étaient dans la demandade n'étaient pas en état de lire les communiqués sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, c'est pour ça que j'ai dit, en matière de communication aussi, il faut qu'on évite aussi de se précipiter, parce qu'on donne des informations à des acteurs. Ceux qui lisent là, c'est ceux qui n'étaient pas forcément dans cet état d'esprit qu'il fallait se sauver d'abord. Parce qu'il semble qu'il y en a même qui avaient déjà pratiquement qui étaient déjà franchi les limites. Oui, parce que puisque les gens avaient commencé à vider les quartiers, donc du coup, effectivement, c'était de la psychose. C'était la psychose. Si il fallait communiquer, peut-être qu'il ne fallait pas dire que c'est une grenade, parce qu'une grenade qui explose dans une école, ça donne raison à ceux qui fuient effectivement qu'il faut aller le plus long possible parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'il y a derrière. Donc, il y a tous ces éléments-là qui n'ont pas été pris en compte dans la communication. Ensuite, on a, jusqu'aujourd'hui, je crois que c'est une telle situation, jusqu'aujourd'hui, en fait, au lieu de dire que ce n'était pas une grenade, le gouvernement aurait gagné à expliquer un peu la nature de l'engin, parce que au moins 48 heures après, je crois que nous avons suffisamment toute la technicité nécessaire pour pouvoir dire, au moins, même si on ne dit pas avec précision les compositions, dire au moins c'est quel élément. On dit, bon, c'est vrai qu'on nous a dit que c'est un engin explosif artisanal, que c'est pas une grenade. Et qui s'est retrouvé dans une école. Et là également, c'est une question. Et la vraie question aujourd'hui, comment se fait-il que cet engin-là s'est retrouvé entre les mains du gamin et dans la classe? Est-ce que quelqu'un le lui a remis, ou bien il a effectivement ramassé ça comme on l'a entendu? Parce que c'est là toute la question. Si effectivement des gens ont fabriqué des engins explosifs artisanaux donnés à un enfant qui va à l'école, ça veut dire qu'en ce moment l'intention est très grave. Parce qu'on ne sait pas effectivement qu'est-ce qu'on peut viser derrière une telle attitude. Ensuite, aujourd'hui, pour rassurer les Burkinabés, je crois qu'il faut aller vite dans l'enquête. Ce n'est pas les gens d'enquête où on va dire ça suit son cours et puis ça ne vient plus.
Jusque-là, si les questions terroristes, c'est ça le problème avec le gouvernement, on annonce des enquêtes, mais à l'heure où je vous parle, moi je n'ai pas connaissance d'une seule enquête où on est venu nous dire voilà les résultats de l'enquête. Et ça c'est extrêmement grave. Pour rassurer les Burkinabés, il faut au moins qu'il y ait des enquêtes qui aboutissent. Même si ce n'est pas tout le temps, de temps en temps au moins. Mais si toutes les enquêtes n'aboutissent pas, ça c'est un autre problème aussi, en termes de compétences techniques aussi, en termes aussi de capacités de ceux qui nous gouvernent effectivement, et de nos forces de défense et de sécurité, si ce côté-là aussi à rassurer les populations, parce qu'il y a beaucoup de temps effectivement dans la lutte contre le terrorisme. Il y a la question effectivement de connaître, de rassurer que on est sécurisé dans un certain nombre de zones, et que si le front, là où c'est visible aussi, il y a des actions. Mais il ne suffit pas d'avoir des actions sur le front où c'est visible, et là où effectivement on est censé être en quiétude, on se rend compte que on se trompe, parce que des engins explosifs entrent et vont dans des classes, et ça c'est pas rassurant pour les enfants, pour les parents qui vont envoyer leurs enfants à l'école. Du reste, le même jour, parce que toutes les écoles de Ouagadougou ont vidé les classes. Plein d'écoles ont appelé les parents de venir les chercher. Ils ont préféré libérer les enfants. Ils ont libéré les enfants, ils ont appelé les parents de venir les chercher en pleine journée. Donc ça veut dire que la psychose a gagné toute la capitale de Burkina. Oui, et Zumbara plutôt, Dabadi. Le porte-parole du gouvernement l'a dit, c'est un engin explosif artisanal qui a été ramené par les élèves en classe. On peut commencer à douter, comme l'a dit Bourema, que des enfants puissent ramasser. Si des engins explosifs deviennent des jouets pour nos enfants, est-ce qu'il n'y a pas péril à la demeure? Mais c'est clair qu'il y a péril à la demeure parce que, comme effectivement, il a dit, on ne sait pas d'où provient cet engin explosif. Est-ce que les enfants l'ont ramassé en cours de chemin? Ou bien c'est en classe ils l'ont trouvé. Parce qu'il y a toutes ces questions qu'il faut se poser. Aujourd'hui, on ne sait pas quelle est l'origine de cet engin explosif. Donc, effectivement, il y a lieu quand même de s'inquiéter. Mais il faut dire quand même que ce n'est pas la première fois qu'on ramasse une grenade ou en tout cas un engin explosif à Ouagadougou. Je sais qu'à Dapoya, il y a une grenade qui avait été ramassée, non loin même de la cour, celui que vous connaissez très bien. Donc, c'est pour dire que ça arrive. Mais maintenant, la question, c'est comment c'est arrivé. Et qui est l'auteur de cette grenade ou cet engin explosif comme il a été dit? Bon, mais je pense que dès la première communication, je comprends un peu le souci de la gendarmerie. On a dit qu'effectivement il y avait une débandade, c'est clair, c'est net. Et dans une telle situation, il faut rapidement rassurer les citoyens en disant ce n'est pas ceci, mais c'est cela. Bon, on peut dès le début donner juste des bribes d'informations comme ça, et après maintenant venir pour donner plus de détails. Parce que n'oublions pas que juste après l'explosion, les gens ont dit que c'était une attaque terroriste. Nous avons reçu par exemple un appel, on dit oui, il y a des djihadistes qui ont encerclé une école, et voilà. Donc, et il fallait tout de suite communiquer. C'est quand j'ai vu le communiqué quand même sur la toile de la gendarmerie, j'ai dit ouf, c'est quand même un soulagement parce que au moins on sait que ce n'est pas des terroristes qui sont venus assiéger une école. Ça déjà à mon avis c'est extrêmement important. Alors le ministre effectivement est revenu là-dessus, je crois c'est 48 heures ou 24 heures après, au cours de la conférence de presse, où il a dit que ce n'est pas une grenade mais un engin explosif. Bon, écoutez, je pense que le ministre ne peut pas quand même venir donner des informations comme ça sans se référer quand même à une militaire, je ne pense pas. Donc je pense qu'il sait de quoi il parle. Maintenant, on attend effectivement les conclusions de l'enquête qui vont nous situer davantage sur la nature et peut-être l'auteur, c'est pas très évident. Mais la nature, quand même, on saura certainement parce qu'il y a la police scientifique et d'où effectivement provient cet engin. Voilà, autant de questions qui vont être élucidées certainement avec l'enquête qui est ouverte. Mais moi, je pense quand même que ça interpelle aussi les parents et même les éducateurs. Voilà, il faut plus de prudence parce qu'aujourd'hui nous sommes dans un contexte d'insécurité où il est recommandé quand même de sensibiliser davantage les enfants pour qu'ils ne manipulent pas n'importe quel engin. Bon, ces enfants, on a dit qu'ils ont pris parce qu'ils voulaient aller vendre. Bon, est-ce qu'ils savent ce que c'est? Les premières explications du fondateur, qu'est-ce que ça donne? Le fondateur dit non, il s'agit d'un engin qui ressemble à du cuivre, etc. Effectivement, il y a des grenades de cette nature-là qui se chauffent au contact du corps humain. Voilà.
Alors on ne sait pas s'il s'agit d'une telle grenade. Donc ce sont des questions effectivement qu'il faut arriver à élucider avec les enquêteurs. Je pense que la police scientifique a été sur les lieux, elle a certainement fait son travail et les jours à venir, je suis presque sûr que on n'aura plus de détails sur la question. Mais je pense aussi qu'il faut songer dès maintenant aussi à instaurer un contrôle systématique au niveau des écoles. Parce que si on avait vérifié ce qui contenait le sac de chaque élève, je suis presque sûr qu'on n'en serait pas là. C'est vrai, c'est fastidieux, certains peuvent dire cela, mais en matière de sécurité, aucune mesure n'est de trop. Il y a un prix à payer en tout si on veut être en sécurité. Et voilà, quand il y a par exemple des sommets de grande envergure, mais généralement, le nombre de personnel militaire et même souvent civil qui est mobilisé pour assurer la sécurité est extrêmement élevé. Et les consignes sont strictes. Donc on ne doit plus avoir les mêmes attitudes que par le passé où chacun pouvait se balader à Ouagadougou jusqu'à n'importe quel heure sans être inquiété. Aujourd'hui, il faut être prudent, il faut avoir l'esprit de survie et faire attention à tout ce qu'on rencontre et dont on ne connaît pas la nature. Sinon, si vous ramassez des choses comme ça, tout peut vous arriver. Est-ce des djihadistes qui ont séjourné au sein d'une école et en partant abandonné? On n'en sait pas. Donc autant de questions, je pense qu'il faut arriver auxquelles il faut apporter des réponses. Oui, Lionel Bilgo, les interrogations sont d'autant plus pressantes que ça s'est passé dans une école coranique. Finalement, l'amalgame de vouloir lier des choses qui sont peut-être pas liables peut être vite franchi comme pas. Vous parlez de vide franchi, je me demande même si ce n'est pas déjà franchi, parce qu'effectivement, le bas blesse dans cette affaire, c'est l'incompétence communicationnelle du gouvernement. Ça a toujours été, de mon point de vue en tout cas, le problème du régime actuel, c'est la structuration même de la communication. Il y a une dichotomie entre les institutions, un paradoxe verbal et théorique entre organisations du même gouvernement qui fait que ça manque un peu de crédibilité. On ne sait plus à quel sein se vouer. Je pense que le ministre de la Communication devrait, s'il ne l'a pas encore fait, et je me demande comment il peut le faire en ce moment, devrait justement restructurer cette communication-là, voire centraliser la communication. En temps de crise, c'est très important. Et effectivement, il aurait fallu justement communiquer très rapidement, déminer un peu les esprits, pour éviter la stigmatisation dont vous parlez. Parce que dès les premiers instants, moi-même j'ai eu à recadrer un ami qui tout de suite s'était enrôlé dans une réflexion systématique anti-musulman, etc. parce que école coranique. Et donc, c'est tout simplement parce qu'il n'y a pas eu plus de détails dans ce communiqué de la gendarmerie pour dire tout simplement que, bon voilà, l'affaire est contrôlée, mais on aurait dû avoir un peu plus de détails. Comment l'engin est arrivé à l'école, ça c'est peut-être le directeur qui le dit, où les enfants ont trouvé cet engin, c'est parce que ça s'est passé dans une école coranique. Ça aurait pu se passer ailleurs, dans une autre école, dans un autre établissement. Donc c'est pas parce que l'école est coranique, c'est une école tout court. Et ça n'aurait pas dû arriver dans une école. Et ensuite maintenant, on cherche à comprendre rapidement et à donner l'information aux populations. Pour une affaire comme ça, franchement, enquêter sur ça, il y a des journalistes, y compris sur cette plateau, qui ont suffisamment de détails maintenant aujourd'hui. Je ne vois pas comment on peut prendre une semaine, 2 semaines pour trouver où l'enfant a trouvé l'engin, qu'est-ce qui s'est passé, et rendre une information claire aux populations pour qu'on puisse vaquer à nos occupations. Surtout que les écoles se ferment ailleurs. Comme Bourema le disait tout à l'heure, il faut aller vite en situation de crise pour rassurer les populations. On ne prend pas une semaine pour trouver... Les enfants sont là, l'école est là, les responsables sont là. Qu'est-ce qui s'est passé rapidement pour faire un petit communiqué et décrisper la situation? Non. Pendant ce temps, les enquêtes sont en cours, attendons les enquêtes. Mais quand c'est en attendant Godot, mais on ne va pas sortir de ça. Et à chaque fois, c'est ce qui se passe dans ce gouvernement-là. À un moment donné, moi je pense que tout le monde veut communiquer, mais personne ne communique au final. Il y a un ministre porte-parole du gouvernement. Il y a un ministère de la communication qui aurait pu structurer l'ensemble de la communication, même quand il y a des attaques. Le chef d'état-major communique, le porte-parole dit autre chose, le directeur du cabinet ou de la présidente, le CI communique. Bref, on ne sait plus qui communique bien et vrai. Et je pense que c'est ça le problème. Si tout le monde va communiquer, on va se perdre. Et comme Bourema le dit, on fait des communications avec plein de fautes d'orthographe. Bon, ça, on a laissé parler depuis tout le temps. Mais bon, à un moment donné, il faut que ça ressemble à quelque chose. Il faut qu'on sente qu'on a un ministère de la communication qui est le seul ministère habilité à structurer, orienter et diriger la communication, surtout en ces temps de crise-là. Et ce ministère-là doit être
totalement en adéquation et en symbiose avec les institutions. Il doit y avoir peut-être un représentant du ministère de la Communication au sein du chef d'état-major de l'armée, au sein de la gendarmerie, au sein de la police, qui centralise et remonte les informations, parce que là, effectivement, vous dites, le ministère assuré, et vous dites, est-ce que la gendarmerie est aussi qualifiée pour justifier, pour définir l'engin? Qui a raison, qui a tort? Et ce n'est pas la première fois que ça arrive, qu'on a des informations divergentes entre le porte-parole du gouvernement et certaines institutions. Oui, non, en fait, je rebondis sur ce que Lionel a dit. Bon, mais ce n'est pas étonnant, Lionel, parce que de plus en plus, qu'est-ce que vous voulez, on accuse les médias traditionnels, justement ceux qui font le journalisme vraiment traditionnellement, de ne pas être professionnels. Parce qu'aujourd'hui, on se fie de plus en plus aux réseaux sociaux, vous le savez bien. Chacun, bon, dans les réseaux sociaux, on sort la brosse à reluire, on fait des trucs. Et après, comme toute communication a son revers, après, on voit que la réalité est tout autre. C'est pour ça, effectivement, je suis d'accord avec Lionel, il faut peut-être... Parce que ici aussi, c'est vrai que si on se pose toutes ces questions, parce qu'il y a eu justement un peu ce tour de Babel là, au niveau de la communication, il y a eu des voix discordantes par-ci, par-là, ce qui fait qu'aujourd'hui, certains doutent, est-ce que c'est une grenade? Ce n'est pas une grenade, mais on doit croire au gouvernement, parce que quand même, comme l'a dit Dabadi, le porte-parole du gouvernement ne peut pas sortir comme ça sans s'en référer aux professionnels. Mais ça repose à l'âme de fond la question de la communication, parce qu'aujourd'hui, on fait souvent plus confiance aux réseaux sociaux qu'aux médias traditionnels qui dérangent. Donc ça aussi, c'est ça le vrai problème, et je l'ai dit plusieurs fois sur ce plateau. Ce que les réseaux sociaux, bon, on paye des tablettes à des gens, on donne des mégas, et puis on communique, on instrumentalise des gens qui font des articles laudatifs sur des personnalités. Quand tu arrives sur le terrain, c'est zéro, comme disait quelqu'un. Et c'est ça aussi, non, c'est ça aussi le nœud gordien de cette communication-là. Oui, réaction Bourema Ouedraogo. Non, en fait, il y a un phénomène dangereux qui guette le Burkina, ce qui fait que nos personnalités politiques et publiques croient se faire une publicité sur les réseaux sociaux. Et de plus en plus, ils se croient obligés de se faire une publicité inutilement, et des publicités qui ne rapportent rien, sinon que ça les discrédite. Dans cette affaire, et je ne suis pas totalement d'accord avec Dieudonné, parce que quand vous dites que le porte-parole du gouvernement ne va pas dire des choses dont il a dit que les gens bloquent nos commandes d'armes. Le président a dit qu'il n'a jamais personne. Non, ça peut dire en fait. C'est une succession de gouvernements qui fait que dans ce gouvernement, quand les gens donnent une information, moi en tant qu'historien, je suis fondé à prendre ça avec beaucoup de pincettes. Quand le ministre de la Communication dit que des gens bloquent nos commandes d'armes, le président du Faso vient dire personne n'a jamais été question de bloquer les commandes d'armement du Burkina, mais quel crédit je peux accorder à ce ministre? Quel crédit je peux accorder à sa communication? Moi je crois que Lionel a touché quelque chose qui est fondamental dans ce gouvernement. Le gros problème qu'on a eu depuis l'accession du président Kaboré au pouvoir, c'est que la communication gouvernementale a toujours été une catastrophe. Ça, il faut avoir l'honnêteté et le courage de le dire. Le gouvernement fait de la cacophonie là où il faut communiquer. Le gouvernement l'ouvre là où on attend des actions. Mais c'est comment vous voulez qu'on fasse confiance à des discours venant d'un tel gouvernement? Ça, c'est le premier aspect. La question dont on parle aujourd'hui, une grenade ou un engin explosif qui pète dans une classe, dans une salle de classe, ça doit être une préoccupation extrême pour l'ensemble du gouvernement, et on doit faire vite pour donner suffisamment d'informations aux populations, parce que chaque jour que nous faisons, que Dieu fait, quand on envoie nos enfants à l'école, on n'est pas tranquille. On se demande, est-ce qu'il n'y a pas d'autres engins explosifs cachés quelque part dans les salles de classe? Mais c'est au gouvernement de nous rassurer en donnant suffisamment d'informations sur ce qui s'est passé, et nous rassurer que le fait est circonscrit. Si on n'a pas ça, tout le reste là, c'est des discours, ça ne rassure pas, et c'est pas demain que ça va nous rassurer. Oui, Zoubadi, pour terminer sur ce sujet. Je pense effectivement qu'il y a un souci en ce qui concerne la communication, mais je pense que Dieudonné l'a dit, les réseaux sociaux, ça pose problème. Mais moi, au-delà des réseaux sociaux, c'est qu'on a deux situations, à mon avis, qui sont extrêmement graves.
lorsque le porte-parole du gouvernement sort, il donne une information. Logiquement, tous ceux qui doivent sortir après lui doivent dire la même chose. Exactement. Mais il arrive effectivement que certains prennent le contre-pied. Mais on comprend que c'est une mauvaise politique. En réalité, la communication telle que voulue par le ministère de la Communication n'est pas ce que cherchent certains hommes politiques. Donc quand quelqu'un sort, il donne, et il dit d'abord ce que peut-être le ministre a dit, mais en tant qu'homme politique, il se dit qu'il a l'obligation de dire autre chose, parce que lui, il a besoin certainement de donner une information autre à ses électeurs. Or, c'est dangereux justement parce que ça contribue effectivement à discréditer la communication. Sinon, bon, je pense que par rapport à ce que Rémi a dit concernant les armes, et Europe qui vient dire qu'il n'y a pas de choses, bon, nous tous quand même, nous savons ce qui se passe. Je pense qu'il y a un langage diplomatique. Non, mais je dis pas que c'est la faute du ministre. Oui. Mais je dis en termes de communication, c'est une ça pose catastrophe. problème, c'est tout à fait clair, ça pose problème, mais je pense qu'avec le président, on doit comprendre que c'est quand même un langage voilà, diplomatique. Parce que j'ose expliquer que le président ne donne pas même si c'est déplorable parce que ça ne rassure pas effectivement les citoyens qu'il est censé gouverner justement. Alors, gouverne d'ailleurs. Autre sujet, Bourema Ouedraogo, c'est l'incendie du véhicule de notre confrère Yacouba Ladji Bama. Le journaliste qui a rapporté que c'est un incendie qui visait l'explosion de sa voiture et de sa maison. Comment vous analysez ce fait? Est-ce que c'est le retour des vieux démons? On l'a vu dans une certaine époque de l'histoire du Burkina Faso. Les hommes qui faisaient de l'investigation étaient inquiétés. Je crois qu'il y a ce qui est arrivé à Ladji Bama traduit une certaine réalité dans laquelle nous sommes en train d'arriver. On a comme l'impression que dans ce pays, on a, parce que justement, et ça c'est, et je l'ai dit, ça c'est la faute aussi du gouvernement et du pouvoir actuel. Parce que quand le pouvoir arrivait, on s'attendait effectivement à ce qu'ils prennent toutes les dispositions pour faire en sorte que dans ce pays, force reste à la loi. Et que tous ceux qui pourraient effectivement avoir des attitudes qui sont contre la loi puissent être punis à la hauteur de leur forfait. Malheureusement, quand on est dans un pays où les gens se permettent tout, font ce qu'ils veulent, quand un journaliste d'investigation fait le travail, effectivement, on peut être tenté de vouloir le faire taire. Parce que justement, en face, les institutions ne réagissent pas par rapport aux fautes qu'on commet. Donc, on peut la seule façon de se tirer d'affaire, c'est d'empêcher qu'on en parle. Et on peut effectivement être tenté à ce moment de porter atteinte à l'intégrité physique ou à la vie du journaliste. C'est ce qui est arrivé. Et moi, dans cette affaire-là, je crois que les premiers responsables dans cette situation que nous vivons en termes d'insécurité, ça dit c'est la généralisation de l'insécurité. Et c'est la faute du gouvernement parce que c'est eux qui sont censés effectivement assurer la sécurité à tous les citoyens. Oui. Maintenant, pour revenir au cas spécifique, je ne dis pas que c'est le gouvernement qui a dû envoyer des gens. Ça, c'est pas ce que je dis. Mais la responsabilité du gouvernement est engagée. Dans tous les cas, moi j'ai été chez Ladji, j'ai vu la voiture, j'ai échangé avec lui, j'ai vu dans quelle situation effectivement ça s'est passé parce que quand vous regardez la façon dont ça a été fait, ça veut dire que l'intention de faire exploser la voiture était manifeste. Parce qu'on a mis du liquide. C'est vrai que quand on est arrivé, la bouteille, c'est les photos, pour être honnête, c'est les photos qu'on a vues, parce que quand on est arrivé, la police scientifique avait déjà emporté la bouteille. Mais il ressort effectivement que c'est des liquides inflammables qui étaient dans la bouteille, qu'on a jeté dans la voiture avec du feu. L'intention, c'est quoi? C'est que ça explose la voiture. Maintenant, compte tenu de la position de la voiture, je ne suis pas... Encore une fois, et je ne vais pas aller dans des considérations dont je n'ai pas pleinement la maîtrise. En tout cas, si la voiture explosait, il pouvait avoir d'autres dommages au-delà de la voiture parce que c'est à 5 mètres, la voiture est garée à 5 mètres même pas, c'est à 2 mètres de la terrasse, donc pratiquement à 5 mètres maximum du mur de la maison où il dormait avec sa famille. Donc ça peut avoir des conséquences aussi s'il y a une grosse déflagration. Et mieux, l'engin inflammatoire est tombé sur les sièges arrière sous lesquels il y avait son réservoir. Donc
imaginez un peu si toutes ces conjonctions de fait, ça ne pouvait qu'aboutir à une explosion. La question de fond qu'on se pose aujourd'hui, et j'espère que cette fois-ci, on ne va pas nous dire que l'enquête suit son cours et qu'il n'y ait pas de suite. Nous pensons que si on ne règle pas cette question-là, si on ne retrouve pas les auteurs, ce serait une prime à l'impunité et ça peut être bonjour les dégâts pour les journalistes. Et nous espérons effectivement que pour une fois, le gouvernement et la justice, ils vont mouiller le maillot, ils vont enfin se décarcasser pour faire quelque chose qui correspond effectivement aux attentes des populations. Oui, Dabadi, on l'a vu, le gouvernement, par le ministre de la Communication, a pu se rendre chez Ladji Bama, tout comme également d'autres personnalités. Et aussi, on a vu que des confrères regroupés au sein des organisations de journalistes et de défense des droits humains également se sont prononcés et ont condamné fermement cet incendie. Pour vous, comment on peut comprendre, est-ce qu'il faut avoir peur quand on fait simplement son travail? Bon, avoir peur quand on fait son travail, pour l'instant c'est trop dit de le dire parce que on ne sait pas qui est l'auteur et quelles sont ses intentions. Mais en tous les cas, c'est un acte qu'il faut condamner, et parce que dans un état de droit, on ne devrait pas quand même en arriver là. Voilà, on se pose des questions, est-ce que c'est un acte lié à son activité de journaliste d'investigation, ou bien c'est un règlement de compte, ou un acte de simple délinquant, on n'en sait pas. Toujours est-il qu'il y a l'intention de nuire. Et dans la mesure où il y a l'intention de nuire, je pense qu'effectivement, la question doit être prise au sérieux. Et de ce point de vue, effectivement, il faut dire que l'enquête qui a été ouverte doit nous permettre quand même d'en savoir davantage sur ce qui s'est réellement passé. Et je crois qu'aujourd'hui, si ça devrait être lié à son activité, il y a lieu effectivement d'avoir peur. Ça voudrait dire quoi? Que tous les journalistes d'investigation, et même ceux qui ne le sont pas, ils sont en danger, c'est ce que ça voudrait dire. Et donc je pense que nous avons quand même atteint un niveau, je pense, qui nous commande de travailler à préserver la liberté de la presse pour le renforcement de notre démocratie. Et je pense que le Burkina Faso aujourd'hui est quand même assez fier du niveau que nous avons atteint en termes de classement sur le plan de la liberté de la presse. Et si aujourd'hui on doit revenir en arrière avec de tels actes, ça peut contribuer effectivement à remettre en cause ce travail. Je pense que c'est un prix que le Burkina a payé. Et les médias ont payé un lourd tribut à travers la mort de Norbert Zongo. Et donc je pense quand même qu'avec toutes les conséquences qu'on a pu constater après, si aujourd'hui on doit encore s'en prendre à des journalistes, eh bien, ça devrait être une situation terriblement inquiétante. Mais il ne faut pas aller vite en besoin, il faut attendre effectivement que les conclusions de l'enquête nous disent clairement ce qui s'est véritablement passé. Mais en attendant, il faut effectivement condamner l'acte parce que ça fait quand même peur. Oui, d'accord. Lionel Bilgo, tout aussi condamnable que l'acte, il demeure tout de même inquiétant. Oui, tout à fait. On peut ne pas aimer Ladji Bama ou ne pas être d'accord avec ses idées, mais il faut tout de suite condamner cet acte-là, sans pour autant se demander d'où ça peut venir. Que ce soit un acte de grand banditisme ou que ce soit un acte, une tentative de dissuasion ou une tentative d'assassinat ou d'élimination, il faut juste condamner d'abord. Et ensuite, je crois que vous posiez la question tout à l'heure, est-ce qu'il faut avoir peur quand on fait son travail? Non, il ne faut pas avoir peur, mais il faut se dire que quand on fait son travail, ça peut déranger certains et que ça peut nous amener des ennuis. Et en ce moment, on est préparé. Même, c'est pas que les journalistes d'investigation ou que les journalistes tout simplement. Quand vous parlez, quand vous émettez un avis contraire, etc., nous on se fait lyncher parfois sur les réseaux sociaux, on sait ce que c'est. Maintenant, de là à passer à l'acte, à menacer l'intégrité physique des citoyens, c'est ça qu'il faut refuser en bloc. Que l'on soit du pouvoir, de l'opposition, que l'on soit vendeur au grand marché, que l'on soit maçon, etc. Ça peut nous arriver à nous tous, à un moment donné. Et là, Ladji Bama est hyper médiatisé, c'est parce que c'est Ladji Bama. Tous les jours, Dieu seul sait combien de personnes se font intimider de la sorte chez eux, dans le silence, du fait de leur travail et du fait que leur travail dérange certaines personnes. Et je pense justement que, froidement, il faut condamner tout simplement et laisser la police faire son enquête. Mais attention, moi je ne m'attends pas à un résultat, parce qu'il y a des enquêtes non résolues.
C'est-à-dire l'heure à laquelle ça s'est passé, etc., on pourrait tirer ça en chewing-gum sans pour autant trouver les coupables de cette action. Toujours est-il que nous allons être vigilants. Quand je dis nous, je parle de toute la société burkinabé. Heureusement, rien de dommageable physiquement n'est arrivé à Ladji Bama, sans quoi on aurait pu vivre des heures sombres encore dans ce pays, tout comme en 1998 avec l'assassinat de Norbert Zongo. Je dis, on peut dire qu'il a eu la baraka. Oui, on peut dire ça, effectivement, parce qu'il aurait pu être en train de rouler dans sa voiture, ça aurait pu être notre mode opératoire, y compris dans son lieu de travail, etc. Mais c'est pour ça que je dis que c'est ignoble, c'est condamnable. Et il faut que ceux qui s'adonnent à ce jeu-là, pas les commanditaires seulement, ceux qui agissent pour le compte des commanditaires, qu'ils se disent que le Burkina de 2020 n'est pas le Burkina de 98, etc., etc. Ça n'intimide personne, ça ne va taire personne. On va continuer à faire ce qu'on fait et de plus belle pour que ce pays change, pour que ce pays soit mieux. Parce qu'en définitive, nous sommes tous dans la même merde. Ceux qui ont fait cet acte, ceux qui ont exécuté, je ne sais pas combien ils ont pris pour faire ça, ni au nom de quoi ils l'ont fait. En tout cas, ils ont tiré, comme on dit, par terre, parce que personne ne va se taire, personne ne va se résigner, ça n'intimide ni Ladji Bama, ni d'autres personnes. Nous allons poursuivre ce que nous faisions. Et moi je dis souvent, attention non plus à ne pas tout de suite prendre une seule hypothèse. On sait que Ladji Bama était sur le charbon fin, on sait qu'il était sur des dossiers brûlants. J'aime bien parfois, quand tout le monde regarde à l'est, j'aime bien jeter un coup d'œil à l'ouest. Parce que celui qui a fait ça peut même être sur cette table-là. Et il faut que la police ou la gendarmerie fasse l'enquête en mettant en place toutes les hypothèses. Et c'est ce que je dis pareil pour la mort de Norbert Zongo. Il ne faut pas écarter aucune piste. Parce que le mal peut venir de n'importe où, même de là où on ne pense pas. Dieudonné Zoungana, le mal peut venir de n'importe où. Non, mais il ne peut pas être autour de cette table quand même. Biloro, voilà, vous persiflez. Vous persiflez. Non, bon. Non, allez, bon. L'extrapolation est un peu quand même trop. Oui, non. Mais c'est une hypothèse quand même farfelue. Parce qu'on ne peut pas être quand même. Non, vous n'êtes pas de la police, vous non. Voilà, quand même pas sur cette table. C'est une extrapolation. Nous sommes, je pense que quand même ici, nous sommes des journalistes. Voilà, mais donc quand même, bon, dire que c'est une extrapolation hasardeuse. Bon, et je vais dire que non. Il faut effectivement condamner en bloc cette tentative. Que ça soit une tentative d'intimidation, de crime crapuleux. Ça, il faut condamner en bloc. Mais il faut aussi une vigilance, parce que vous voyez que le rapport de RSF de 2019 quand même a mis les curseurs sur le Mexique. C'est-à-dire qu'en Afrique, quand même, les prédateurs de la liberté de la presse ont baissé. Ce n'est pas comme il y a 20 ans où ces prédateurs de la liberté de la presse en Afrique faisaient rage. Aujourd'hui, vraiment, ça a baissé. Le curseur est allé au Mexique. Le Mexique a remplacé la Somalie et l'Érythrée. Au Burkina Faso, comme disait Dabadi, nous sommes bien classés. Toujours, on est comme tout, parmi les 10 premiers, et même dans le monde, on bat des pays comme les États-Unis en matière de liberté. C'est un acquis vraiment avec des luttes pas possibles, et ce que j'appelle le journaliste kamikaze, je l'ai toujours dit, Norbert Zongo, son sacrifice en 1998, c'est ça qui a permis que d'ailleurs même la presse ait droit de citer. Voilà, c'est le sacrifice de Norbert Zongo a fait qu'on prend maintenant les journalistes, les médias au sérieux, entre guillemets. Mais il faut un état de veille permanent, parce que, comme je dis, le journaliste, surtout le journaliste d'investigation, dérange, et même le journaliste qui n'est pas un journaliste d'investigation. Mais il faut faire attention, parce que souvent on croit tout de suite. Bon, Lionel a dit qu'on regarde à l'est. Souvent, on prend tout de suite, on dit non, parce que quand on fait comme ça, tout de suite les regards sont braqués sur le pouvoir. Ça peut ne pas être. Puisque souvent, il y en a qui prennent la liberté de faire quelque chose tout en sachant qu'on va désigner le pouvoir. Il y a ça aussi, il y a ce calcul machiavélique là que les commanditaires peuvent faire. Donc aujourd'hui là, on ne peut exclure aucune piste, mais il faut vraiment condamner. Et être que le coupable. On va pas s'attarder là-dessus. Voilà, donc je pense que sous nos topiques là, il faut faire attention, parce que soit pas des lois, quand c'est pas des lois uniques, bon, on peut directement accuser le gouvernement de vouloir mettre le paillon sur la presse. Mais quand c'est un acte comme ça, commis entre minuit et c'est entre 1h du matin, bon, ça,
on attend les résultats des enquêtes, mais c'est vraiment une enquête qui va être difficile parce que c'est l'heure à laquelle vraiment cet auto d'affaires a été commis est très difficile à déterminer, mais effectivement le journaliste dérange et il faut, comme l'a dit le nez, il faut qu'on continue notre travail parce que c'est un travail noble, risqué, mais il faut le faire parce qu'un monde sans vraiment la presse, je ne vois pas. Et aujourd'hui, la presse, justement, la démocratie est fille des médias. On le sait bien, sans les médias et puis la justice, c'est la clé de voûte de toute démocratie. Donc aujourd'hui, si on tente de bâillonner un journaliste, c'est à toute la corporation qu'on s'attaque et on doit faire bloc. Et pas seulement les journalistes, même les populations. Voilà, donc je pense qu'il faut condamner ça et espérer que les enquêtes vont aboutir aux commanditaires, aux bras séculiers, ceux qui ont tenté de commettre et ceux qui l'ont commandité, pour que quand même on fasse justice. Et que chacun soit puni, voilà, à la hauteur de son forfait. Autre sujet de débat ce dimanche, le sommet sur le Sahel avec les pays du G5 Sahel, voulu par Emmanuel Macron, une première fois programmé en décembre 2019 et reporté à cause des attaques djihadistes au Niger. Zoubati Dabara, est-ce que vous êtes Dabadi Zoumbara, excusez-moi, est-ce que pour vous également, c'est un peu l'heure de la vérité, puisque ça a été voulu par le président Emmanuel Macron comme la rencontre de la clarification. Donc on peut penser que c'est l'heure de la vérité, c'est l'heure de se dire les vérités. Bon, je ne sais pas si c'est l'heure de se dire toutes les vérités, mais je pense quand même que ça doit être l'heure de prise de décision. Et c'est l'ère de concertation également, parce que aujourd'hui, quand on regarde ce qui se passe au Sahel, indiscutablement, on sait qu'il faut effectivement que les pays du G5 Sahel et la France se parlent et essaient de revoir comment il faut mettre une stratégie à même de venir à bout de ces terroristes ou à défaut de les réduire à leur plus simple expression. Parce qu'aujourd'hui, quand on constate la montée quand même de groupes terroristes tels que l'IS, l'État islamique dans le Grand Sahel, et il y a lieu de s'inquiéter. On a vu ce qui s'est passé au Niger ces derniers temps. En un mois seulement, le Niger a perdu 114 soldats. Et c'est le même groupe qui les a toujours attaqués, c'est-à-dire le même groupe terroriste. Donc ça pose un véritable problème. Alors dans un tel contexte, je pense que on estime que la France a les moyens de soutenir davantage nos États, mais en même temps, on dit à cette armée-là, on n'a pas besoin de vous. Bon, ça pose effectivement un problème. Quand la France paye un lourd tribut, aujourd'hui, nous sommes à 44 morts du côté des soldats français. Il y a eu 10 pendant l'opération Serval, il y a eu 34 sous Barkhane. Donc ça fait 44 au total. Alors, ce que les gens oublient souvent de dire, c'est quoi? Ce ne sont pas des gens qui sont sur leur territoire. Ils sont en territoire étranger. Voilà, donc ce n'est pas rien. C'est vrai, on me dira, oui, il y a eu combien de morts au Burkina et combien de morts au Niger. Mais on oublie que nos soldats défendent leur patrie. C'est normal. Ils se sont engagés pour ça et c'est le prix à payer. Mais les Français, ils viennent en appui. Donc je pense qu'il faut qu'on arrive Dabadi, effectivement... En réalité, oui, ces djihadistes décident de frapper quand ils veulent et là où ils veulent. Et on ne voit pas venir la riposte des mêmes, le truc sur le terrain. Les forces locales comme internationales semblent ne pas pouvoir maîtriser les choses. Est-ce que les populations ne sont pas dans la légitimité de penser que quelque part, il y a la volonté qui manque? C'est vrai, c'est leur droit effectivement de le penser, parce que comme on le dit, lorsque vous faites la bagarre avec quelqu'un et que vous avez un ami qui est plus peut-être en forme que vous et il n'arrive pas à terrasser celui qui est en face de vous, mais vous posez des questions, vous allez demander, est-ce que vous allez vous demander s'il est sincère? Donc ça pose effectivement un problème. Mais c'est que les populations oublient et que ce sont quand même des États. La responsabilité première incombe à nos États de défendre leur territoire. Maintenant, ceux qui viennent, c'est pour nous apporter un appui. Et même les populations elles-mêmes ont un rôle à jouer, un rôle, ce que je trouve d'ailleurs majeur. On a parlé par exemple des questions d'information. Mais quand des colonnes se déplacent, ce qui est au premier à être occupé, ce sont les populations. Mais les gens n'en veulent pas, ils ne parlent pas. Les gens s'étaient saisis, ça vient de dire, ah, si j'appelle, peut-être qu'on va venir après. Mais même si vous n'appelez pas, ils vont venir. On a vu ce qui s'est passé par exemple à Lokoubou, où ils sont venus parader une dizaine de personnes, ils ont incendié le CG, ils ont incendié la mairie, et puis bon voilà, ils ont donné des consignes, et puis ils sont repartis.
Mais c'est pour dire qu'il y a un sérieux problème. Aujourd'hui, il y a un engagement qu'il faut prendre à tous les niveaux, que ce soit les États, mais naturellement, nos partenaires ont plus de moyens technologiques que nous. Et ça, il faut qu'effectivement, la rencontre de Pau puisse permettre de dire clairement qu'est-ce que nous voulons et qu'est-ce que nous pouvons faire davantage pour sécuriser davantage le Sahel. Parce qu'aujourd'hui, en dehors du Burkina ces derniers temps, on a vu ce qui se passe au Mali et ce qui se passe également au Niger. Donc c'est inquiétant. Donc ceux qui s'attendent par exemple à ce que la rencontre de Pau soit une occasion de dire à l'armée française, pliez vos bagages, je pense que ils se tirent la balle dans le pied parce que ça n'arrivera jamais. Je crois que la position des chefs d'État est assez claire. Aujourd'hui, il s'agit de travailler surtout à élargir le partenariat international. En plus de la France, il faut travailler à avoir d'autres partenaires pour nous soutenir dans cette lutte. Sinon, la France, à elle seule, visiblement, on sent qu'effectivement, il y a un essoufflement. Ça fait 4500 soldats dans un territoire aussi vaste comme le nôtre, qui vaut à peu près 3 millions de kilomètres carrés. Je ne sais pas comment on peut sécuriser ça avec 4500 hommes, si nos États réunis n'arrivent pas à le faire. Donc je pense qu'il y a véritablement effectivement lieu de se concerter, de prendre des décisions importantes pour faire face à cette montée terroriste que nous constatons. Oui, Lionel Bilgo, en décembre 2019, les chefs d'État du G5 Sahel s'étaient retrouvés à Niamey pour harmoniser leur point de vue, leur opinion et leur position par rapport à ce qu'ils vont dire à cette rencontre de demain qui s'ouvre demain à Pau en France. Est-ce qu'on peut attendre de autre chose que ce que on a eu comme position le 14 décembre dernier? Non, je ne pense pas que les positions vont changer à ce niveau. Mais la convocation qui ressemblait plus à une espèce, dans sa forme, à une espèce d'impolitesse caractérisée d'Emmanuel Macron, s'est transformée à une invitation beaucoup plus respectée et respectable. Quand vous regardez le programme de cette rencontre qui démarre le 13, il y a d'autres acteurs qui ont été rajoutés. Après la rencontre des chefs d'État, vous allez avoir l'OTAN aussi qui aura ses représentants, qui auront leur mot à dire. On sent que la France, et là, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Dabadi quand il dit que les chefs d'État vont aller appeler d'autres forces à venir. Ça, c'est la décision de la France, qui se sent un peu seule en ce moment et qui, d'ailleurs, depuis le discours d'Emmanuel Macron en décembre, avait déjà demandé à l'OTAN, d'ailleurs la convocation qui s'est passée, c'était devant l'OTAN, à dire il faut que d'autres forces étrangères, notamment au niveau européen, viennent nous soutenir. La France ne peut plus rester seule en front line sur le Sahel. Et effectivement, c'est une guerre. Les autres pays européens se disent, bon, c'est vous qui l'avez cherché, puisque la Libye, c'est vous. Donc, en gros, on ne va pas payer la facture de vos bêtises, entre guillemets, dans le Sahel. Et donc, aujourd'hui, ce qu'il faut regarder, c'est que l'exacerbation populaire n'a rien à voir avec la stratégie qui va être définie à Pau. Quel que soit ce que nos chefs d'État reviendront dire, les populations sont toujours en droit d'avoir une opinion et de l'exprimer, y compris en France. Il y a des Français qui ne sont pas d'accord avec la position de la France dans le Sahel. Et je crois aussi qu'il faut sortir, et je pense que les chefs d'État vont le dire, de cette espèce de discours qui nous laisse croire que tout ce que la France fait, en tout cas son apport militaire dans le Sahel, est désintéressé. Ça aussi, ça irrite les populations. De se dire qu'on vient aider les misérables sahéliens juste pour l'amour de Dieu. C'est pas vrai. Et je crois que c'est tout ça qui fait que les populations sont exacerbées. La preuve, la pression mise au Mali avant-hier par une marche, on peut le qualifier gigantesque ou pas, en tout cas, ils se sont exprimés et demandant le départ de la force Barkhane. Et je crois qu'il ne faut pas voir ce déni de la France là comme étant un acte de refus du français entre guillemets en tant qu'individu, mais de la politique française qui doit changer sa manière d'agir et de faire. Effectivement, il ne faut pas laisser la France seule dans le Sahel, il faut appeler d'autres acteurs à venir soutenir et à aider à juguler cette crise là. Oui, Dieudonné Zoumana. Oui, je rebondis, c'est pas bon. Je pense quand on écoute la première sortie de Macron, quelque chose de malheur, bon, c'est parce qu'il y a eu l'hécatombe d'Inates, ça a permis de reporter ce rendez-vous de Pau et on a ramené ça à ce 13 janvier. Mais souvent aussi, en tout cas quand on écoute la France officielle, c'est moins cette vox populi là, ces marches de la population, que souvent même la sortie de certains responsables politiques qui irritent un peu la France.
Bon, qu'on comprend d'ailleurs, mais je pense que le rendez-vous de Pau, quand on regarde le format, il y a d'abord un format de 1+5. Il y aura d'abord, pendant 1 heure, Macron va se réunir avec les 5 chefs d'État. Et je crois que c'est d'abord, c'est la quintessence même de Pau qui va sortir de ça. Ensuite, il y aura le SG de l'ONU. Guterres sera là, il y aura le très habile et compétent Moussa Faki, le président de la commission de l'Union africaine, lui sera là, il y aura un représentant de l'Union européenne, donc il y aura un format qui va être élargi 1+5 à 1+8, je pense. Donc ça, c'est ce qui va se passer. Mais il ne faut pas... Attends, c'est un cénacle de clarification, mais aussi de reprofilage. Je crois qu'on va reprofiler Barkhane, parce qu'aujourd'hui, effectivement, 4500, même si la France dit que Barkhane n'a pas vocation à partir tout de suite, mais on sent effectivement que, bon, elle se sent quand même un peu seule, et je crois qu'il y a 6 États de l'Union européenne qui vont venir à la rescousse. Je crois qu'il y a ça, il y a l'Allemagne et d'autres pays qui vont venir. Mais tout ça, ça va être discuté et effectivement, là, je suis d'accord avec Dabadi. Il ne faut pas s'attendre, et ça, le discours, la tonalité du discours des 5 chefs d'État, ils l'ont dit. Il ne faut pas qu'ils s'attendent à ce qu'ils disent à Macron, non, Barkhane, on n'en veut pas. Maintenant, quelles seront les modalités de cette coopération? Ça, je pense que le sommet de Pau va redéfinir tout ça, reprofiler Barkhane, et peut-être même qu'on aura peut-être une diminution de l'effectif de 4500 hommes si, par exemple, les forces spéciales des 6 pays de l'Union européenne viennent, peut-être qu'on aura moins, peut-être 3000, 2000, plus les autres de l'Union européenne. Mais pour en revenir, pourquoi la France est là? Mais je crois aussi que la réponse, au-delà de la polémique, il dit, bon, c'est le sous-sol, ce qui reste à terminer. Je crois aussi qu'il faut voir que le Sahel, c'est la frontière sud de l'Europe de l'Ouest. Et ils savent bien que si la digue sudiste saute, si cette digue-là saute, mais c'est l'Europe qui sera envahie. Donc il y a tout ça aussi qu'il ne faut pas perdre de vue. Et pour revenir justement à cette polémique-là, effectivement, je pense que les gens se disent que si on a 200 djihadistes qui foncent par exemple sur un casernement militaire, on se demande comment la France avec ses drones, ses mirages n'arrive pas. Mais je pense aussi que cette réponse aussi, il semble que les drones ne sont pas en permanence en l'air comme ça, et souvent on prend le cas de Inata, Barkhane n'a pu intervenir parce que, et là je rejoins Dabadi encore, Barkhane n'a pu intervenir parce que des gendarmes burkinabés ont pu effectivement répercuter l'information, on a envoyé les drones donc il faut de plus en plus la collaboration des populations qui malheureusement ont peur, à juste raison, parce que très souvent, quand vous collaborez, vous payez le prix et le prix fort. Donc il y a tout ça. Donc il y a une implication de la population. Il ne faut pas s'attendre à dire Barkhane. Mais même aujourd'hui, Barkhane est en train de former les forces nationales de ces 5 pays pour prendre, parce que à la longue, il faut que nos forces du Sahel prennent la relève de Barkhane, parce qu'on ne peut pas confier notre sécurité à un pays extérieur. D'accord. Oui. Voilà. Bourema Ouedraogo. Oui, je commence par là où Dieu a terminé, effectivement, en disant qu'il faut que aussi bien la population africaine que le gouvernement se rendent compte qu'on ne peut pas sous-traiter victorieusement sa sécurité à autrui. Ça, c'est clair, c'est net. Maintenant, on ne peut pas comprendre que des États 60 ans après l'indépendance ne soient pas capables d'assurer la protection de leur territoire. Ça, c'est aussi, il faut qu'on tire les leçons. Est-ce qu'on a travaillé effectivement à faire de nos pays véritablement des États indépendants? Ça, c'est la question. La rencontre de Pau, pour moi, en fait, j'ai comme l'impression qu'on est carrément sorti du format initial. Mais comme Lionel l'a dit, on est parti du principe d'une convocation sur un coup de sang. J'ai comme l'impression de Macron, qui s'est fait même remonter apparemment les Britanniques, même au niveau de sa propre diplomatie, qui s'est retrouvé obligé de mettre la forme diplomatique dans sa démarche et de changer un peu le format et le contenu. Parce qu'on avait comme l'impression dans son annonce initiale qu'il convoquait nos chefs d'État pour les tenser, parce que effectivement il y a des opinions divergentes dans ces pays. Mais Macron se trompe lourdement, il ne connaît pas l'Afrique, ou du moins il pense que l'Afrique d'aujourd'hui c'est l'Afrique de je ne sais quand. Mais aujourd'hui même les gouvernants africains ne sont pas, autant lui n'est pas capable
capable d'imposer une opinion, il a même son opinion en France comme il veut, autant nos gouvernants aussi ne peuvent pas imposer leur opinion, en tout cas ce qu'ils veulent aux opinions africaines. Donc l'Afrique a changé et il faut effectivement que les gouvernants français changent de politique vis-à-vis de l'Afrique, vis-à-vis de l'Afrique, des Africains. Et de plus en plus, les peuples d'Afrique exigent du respect vis-à-vis de tous les autres peuples et de tous les gouvernants de tous les autres pays. S'ils peuvent malmener nos gouvernants, c'est leur problème, mais les peuples refusent effectivement d'être ceux-là qu'on peut effectivement qualifier comme des moins que rien. Donc, ça, il faut que ça on en tienne compte. Deuxième chose, c'est que ce qu'on entend, c'est au sortir de cette rencontre de Pau, ce qui va arriver, c'est que nos gouvernants effectivement vont réexprimer le besoin de soutien de la communauté internationale, mais je crois aussi que on doit tous se féliciter parce que ça commence à porter des fruits, parce que si le terrain, on commence à voir des drones français qui frappent des colonnes de djihadistes. Peut-être aussi que si un pays se levait de boucliers, on n'aurait pas eu ça. Au Mali, au Burkina, au Niger, on voit effectivement que les mirages décollent aujourd'hui. Maintenant, il faut aussi que nos armées aient une communication honnête aussi vis-à-vis des forces Barkhane. Parce que ce qui s'est passé par exemple au Burkina, il a fallu attendre des jours et une communication de l'armée française pour qu'on se rende compte que le 24 décembre, il y a eu quand même une participation des avions français dans la neutralisation, une couverture des avions français dans la neutralisation des terroristes à Arbinda. Ça aussi, il faut effectivement que si on fait appel à des gens, qu'on ait l'honnêteté de reconnaître qu'ils nous ont apporté leur soutien. Parce que c'est ce discours, cette dichotomie dans le discours là qui frustre aussi et à justice les Français, parce qu'on ne peut pas faire appel à des gens et on essaie de suivre le courant populaire qui les dénigre aussi, parce que le peuple ne fait pas forcément au courant de ce que l'armée française apporte à nos armées. Donc c'est aux institutions de dire oui, vous avez raison de demander ceci, mais retenez que si telle situation, ils nous ont apporté un appui. Ça, on essaie, on va juste prendre deux interventions sur le dernier sujet, parce qu'on n'aura pas le temps d'aborder la Côte d'Ivoire. Le temps qui nous est imparti est arrivé, et bien qu'on ait commencé en retard. Lionel, sur la sortie de Zéphirine Diabré face à 4 journalistes de la presse, il dit qu'il est le candidat naturel de son parti, mais bien plus, il dit qu'il souhaite le retour de l'ancien président Blaise Compaoré, si on veut vraiment aller vers la réconciliation. Est-ce qu'il ne faut pas y voir un peu de la démagogie? Non, je ne pense pas. De mon point de vue, ce n'est pas démagogique, parce qu'il n'est pas le seul à souhaiter le retour du président Blaise Compaoré. Et moi, pour ma part, en tout cas, moi je souhaite le retour de tous les exilés, mais leur retour face à la justice burkinabé. Que chacun vienne répondre de ses actes pour que nous puissions sortir de cette crise-là. Mais je ne comprends pas ceux qui crient à la justice et qui ont une position contraire au retour de ceux qu'ils veulent juger. Normalement, quand on veut faire la justice, on veut les avoir sous la main et pouvoir les juger, y compris des Ida, de François Compaoré, tous ceux qui sont sortis, qu'ils reviennent, mais qu'on les mette face à la justice pour qu'ils puissent se défendre et qu'il y ait une justice juste, équitable. S'ils sont condamnables, qu'on les condamne. Effectivement, le retour de toutes ces personnes peut aider à la réconciliation si seulement ce retour-là est assujetti, accolé à une justice digne de ce nom, pour que nous puissions tourner cette page-là. Dieudonné Zoungrana. Oui, on l'a toujours dit, c'est dans le maillon de la réconciliation, le retour de ces exilés, et plus particulièrement de Blaise Compaoré, parce qu'il y a tous les exilés, mais lui quand même, c'est une figure totémique. Quand même, il a été chef d'État pendant 27 ans, et pour nous, on avait même eu à faire un éditorial dessus. Il est un maillon fort dans la chaîne de réconciliation du Burkina Faso, et Zéphirine a été clair, il dit oui au retour de Blaise, mais sous le triptyque vérité, justice et réconciliation. Tandis qu'au CDP, on entend il faut privilégier une justice traditionnelle. Mais au finish, il appartient au pouvoir en place de vraiment formater les conditions de ce retour, et je pense que plus vite il reviendra, tous ces exilés reviendront, mieux la réconciliation se fera, parce que bon, on ne peut pas vraiment diriger un pays avec des gens qui sont dehors, qui ont représenté quelque chose, et Blaise, il a représenté quelque chose dans ce pays, qu'on le dise ou non, il faut assurer pour qu'ils reviennent, et quitte à faire face à la justice, mais qu'ils reviennent. Je pense que ça va un peu tempérer certaines ardeurs, mais
comme je le dis, c'est toujours au pouvoir de voir quand et comment Blaise peut revenir au Burkina. On termine avec vous, Bourema Ouedraogo. Je ne suis pas sûr qu'il appartient au pouvoir de décider quand et comment Blaise doit revenir au pouvoir. Il appartient aussi à Blaise de manifester son intention aussi de répondre, puisqu'il est recherché par la justice. Mais si... Non, je termine. Si Blaise manifeste le désir de rentrer et répondre devant la justice, nous allons faire en sorte qu'on impose au pouvoir de prendre toutes les dispositions pour que Blaise réponde devant la justice. Non, c'est pas pour dire. Non, ce que j'ai dit, il appartient en premier aussi à l'homme d'État Blaise qu'il est. Et Blaise, ne vous méprenez pas. Blaise, c'est pas n'importe qui. S'il veut rentrer, s'il veut répondre devant la justice, je crois qu'il sait toutes les manières sur lesquelles il doit actionner pour pouvoir organiser ce retour-là. Ça, c'est la première observation. Deuxième observation, par rapport au retour de Blaise Compaoré, il faut reconnaître que personne n'est contre le retour de Blaise Compaoré. On a comme l'impression qu'il y a les politiciens, en fait, quand ils évoquent le retour de Blaise Compaoré, est plus un argument politique pour faire plaisir peut-être à ces milliers de femmes peut-être de Blaise Compaoré qui sont toujours sur le territoire national, qu'une volonté réelle effectivement d'aller au retour de Blaise Compaoré. Si on veut organiser le retour de Blaise Compaoré, c'est pas en annonçant tous les jours qu'on va gérer ça. Au contraire, c'est de faire les choses dans le silence, dans la négociation, pour être beaucoup plus efficace possible. Et je termine par rapport justement à la sortie du chef de file de Zéphirin, pour dire en fait que j'ai comme l'impression qu'enfin Zéphirin a réalisé que il s'est fait, pendant les 4 ans, sa position de chef de file de l'opposition l'a plus desservi, a desservi son parti politique et a plus fait le lit pour d'autres partis politiques, notamment l'ancienne majorité, le CDP, parce qu'on a comme l'impression qu'on l'a amené à tenir le discours de cette ancienne majorité en oubliant que lui, Zéphirin Diabré, a été le chef de file des insurgés. Et il a perdu beaucoup d'estime auprès de ces insurgés parce qu'on avait comme l'impression qu'ils prenaient les discours contraires, en tout cas les positions de ceux qui étaient contre l'insurrection populaire. Et aujourd'hui, Zéphirin a essayé au maximum de se racheter en sortant de ce discours qu'il a tenu ou qu'il a laissé tenir comme étant le discours officiel du CFA pendant ces 4 ans. Et aujourd'hui, il dit, nous sommes d'accord effectivement pour les de tous les exilés, mais nous voulons effectivement que ça se passe dans le cadre du triptyque vérité, justice et réconciliation nationale. Là encore, effectivement, et je termine sur ça, la responsabilité du pouvoir aujourd'hui, c'est de dire que nous créons les conditions pour que tous ceux qui veulent rentrer au pays, pour faire face à la justice, qu'on puisse assurer les retours en prenant les dispositions sécuritaires, en prenant les mesures effectivement pour garantir une justice équitable, transparente, et que à la fin, si les gens sont condamnés, qu'on ne dise pas qu'ils ont été condamnés parce que le pouvoir en place a voulu qu'ils soient condamnés. C'est ça tout le travail qu'il doit faire. Mais avant qu'on y arrive, il faut que les individus pris isolement aussi essayent aussi de prendre les dispositions. Parce que quand on est convoqué par les juges, c'est d'abord une décision personnelle. Maintenant, il y a toute une organisation après qui accompagne. Mais si on ne fait même pas ça, moi je pense souvenance, peut-être que moi je me trompe, que Blaise ait manifesté, que Zida ait manifesté, bien au contraire, on a comme l'impression, surtout pour le dernier cité, qu'il se plaît bien dans son exil et que ça lui permet de tenser le pouvoir à chaque fois qu'il veut. Et qu'il se fait une certaine popularité en étant à l'extérieur pour acquérir le pouvoir d'être à l'origine de son exil, alors que personne ne l'a chassé, il peut revenir quand il veut. Donc il faut qu'on sorte de cette logique-là où les gens servent aussi des faux trucs et puis... On va y revenir dans les prochains débats de presse ici sur ce plateau. J'étais là ce matin pour le débat. Dabati Zumbara des éditions Le Pays, Bourema Ouedraogo du Reporter, Dieudonné Zungrana de Aujourd'hui au Faso et Lionel Bilgo, analyste politique. Voilà, on s'arrête là pour débat de presse d'aujourd'hui. Désolé pour le 5e sujet sur la Côte d'Ivoire. Certainement la semaine prochaine, on va y revenir là-dessus. Voilà, merci pour votre attention et à très bientôt pour d'autres débats. Au revoir.